juillet 1954, les accords de Genève mettaient provisoirement fin à la tragique guerre d'Indochine qui en était à sa 8e année. Le Sud-Vietnam était attribué aux nationalistes. Le Nord revenait au gouvernement communiste du Viet Minh. Cependant, une zone maritime y resterait libre pendant 300 jours jusqu'en mai 1955 pour permettre le réembarquement de l'armée franco-vietnamienne. Le rideau de fer était alors essentiellement une borne kilométrique de la route Hanoï-Haiphong. En fait, c'était un no man's land de 3 km d'épaisseur, Viet Minh d'un côté, Français de l'autre, de sorte que ce que nous voyons ici, c'est plus exactement la porte de la liberté. Pas de gardiens vietnamiens au rideau, le gouvernement nationaliste ayant refusé de reconnaître des accords qui consacraient la coupure du pays en deux. Du moins pas de Vietnamiens visibles, car dissimulés sous une tente, quelques fonctionnaires nationalistes accueillent ceux qui passent. Nous sommes en février 1955. Il n'y avait plus alors que 3 mois de délai avant l'abandon de la zone libre du Nord, et le temps commençait à presser. Un drame de portée mondiale se jouait ici. Un de ces grands dérangements comme l'histoire nous en offre de loin en loin des exemples. Tous les jours et toute la journée, des gens de toutes conditions, ayant tout abandonné, passent cette porte et bien d'autres seuils clandestins, parfois au péril de leur vie, pour échapper à ce qui se trouve de l'autre côté. À la fin du mois de mai 1955, près d'1 million de Nord-Vietnamiens ont ainsi quitté leur pays, sachant que c'est la gêne et même la guerre civile qui les attend dans le Sud. Un bien leur importe plus que tout, la liberté. Pour elle, dans la froide grisaille de l'hiver tonkinois, un peuple entier s'est dirigé vers les chemins de la mer. Depuis Haiphong, des voitures viennent chaque jour au-devant des fugitifs. En attendant l'heure du départ, certains joueurs enragés, sitôt la clé de la liberté en poche, risquent les quelques bonnes piastres qu'ils ont pu arracher à la vigilance des gabelous Viet Minh. 2 fois par jour, la petite station symbolique du rideau de fer s'anime au passage du train de la liberté. On pourrait tout aussi bien l'appeler le train du trafic, car là où se trouve un rideau, se trouve également la possibilité de réaliser des affaires, à ses risques et périls, il est vrai. C'est ce qui explique que le train est presque aussi bondé dans un sens que dans l'autre. Le train de la liberté entre en gare de Haiphong. Les risques tout repasseront le rideau demain et tenteront de fructueuses transactions le plus longtemps possible. Mais pour beaucoup d'autres, c'est le dernier voyage. Un malheur. Ceux pour lesquels le destin est le même d'un côté comme de l'autre du rideau. Mais on n'atteint pas seulement Haiphong par la terre. La corvette La Gracieuse s'évanouit dans le brouillard blanc du février tonkinois. Quelle est cette jonque fantôme? Fugitif? Chasseur de fugitifs? Ou simple pêcheur? Ces documents ont bouleversé l'opinion. Sur le banc de sable de Trali que la mer commence à recouvrir, plus de 2000 personnes implorent, somment le ciel de les sauver et le salut viendra. Ces invraisemblables embarcations faites de planches ficelées de fibres de bambou. Cette nuit où une de nos unités fut accostée par une petite jonque chargée à couler de 160 fugitifs. Cette corvette qui traîne sa chasse de la journée. Un nom demeurera attaché à cette dramatique épopée, celui de l'amiral Kerville dont les vaisseaux ont sauvé de la mer plus de 30 000 fugitifs.
Le grand port du Nord-Vietnam, entièrement conquis sur la vase, est en train d'agoniser comme l'a fait la capitale Hanoï 6 mois auparavant. Le trafic des artères est déjà comateux. Tout sent le départ. Les gosses ont vite fait de prendre possession de cet espace nouveau, les vitrines vides. Sur les trottoirs déferlent les objets les plus inattendus. Les petits métiers, chers aux villes d'Extrême-Orient, vivent leurs derniers jours. Ils n'intéressent pas le régime populaire. Les nationalistes ont couvert les murs de slogans et d'affiches qui sont autant d'invitations au voyage. Les réfugiés qui arrivent à Haiphong à la cadence de 1000 à 2000 par jour sont parqués dans d'immenses camps montés avec les guitounes de l'armée. Et les cloîtres de la mission en sont tout pavoisés. On trouve de tout dans ces camps, des riches, mais surtout des pauvres. Des riches et des pauvres. On tue le temps comme on peut, en attendant. Il y a des as qui, fendant, l'ont une canne à sucre d'un seul coup de coupe-coupe. Chaque jour, des camions passent dans les camps, emmenant 100, 200 réfugiés. Ceux-ci seront à Saigon dans 4 heures. Seuls les enfants ont le sourire. Un grand voyage, un baptême de l'air, c'est une aventure, et les enfants n'ont jamais boudé l'aventure. Mais une fois ou deux par semaine, une centaine de camions et plus font d'un seul coup le vide dans les camps. La marine française se charge du transport depuis Haiphong, dont le port envasé ne peut recevoir les très gros vaisseaux, jusqu'aux eaux profondes de la baie de Halong. Et comme ce sont les Américains qui se chargent du reste du voyage, il faut en passer de bonne grâce par certains rites. La femme de l'amiral Kerville est elle aussi de tous les départs et dirige avec entrain l'équipe sociale. Les lourdes portes se sont refermées sur les 1500 réfugiés entassés dans la vaste cuvette. Le LSM s'éloigne, tandis que 3 autres vont venir successivement faire le plein. Déjà, on ne touche plus à la terre. Cette côte basse, ces maisons qui défilent, c'est le pays qui s'en va.
au milieu des fantasmagories de la baie de Halong, le grand transport de troupes USNS Marine Serpent est apparu. Attention à l'abordage. Et maintenant, transvasement des LSM dans le grand transport. L'opération prendra toute la journée. Des gens de toutes conditions et de tous âges. Pratique, artiste, pendant qu'il fait son plat de chair humaine par un flanc, le Marine Serpent a été accosté à l'autre flanc par un cargo ravitailleur et se remplit de nourriture pour faire subsister ses 6000 passagers. Tandis que de surcroît, les pêcheurs de la baie viennent également proposer leur plus belle prise. Tout est paré. Un pâle rayon a tout de même percé un instant l'épais manteau de la brume hivernale, comme si la baie voulait se faire plus belle et sourire une dernière fois à ceux qui vont partir. Le lendemain matin, un soleil aveuglant s'est levé, et l'extraordinaire navire vogue vers leur midi, avec son équipage de ricains disparates, hauts en couleur, chahuteurs, sympathiques. Avec son équipe française de liaison, ses aumôniers, ses assistants sociaux, et sa foule, répandue dans les moindres recoins des dortoirs et des ponts, et même des escaliers. Et chacun se retrouve tel qu'en lui-même, nos enragés joueurs. Pour ceux-ci, le trésor qu'on emporte en exil, ce sont ces humbles images saintes hâtivement décrochées du mur de la maison natale au moment du départ. Cette foule n'est pas uniquement vietnamienne. Voici des Nung, population de la frontière sino-tonkinoise. Et ceux-ci, ce sont des Man, tribus des montagnes du Tonkin, chez qui semble-t-il rien n'a dû changer depuis des siècles. Ils s'en vont eux aussi. Il y en a plusieurs centaines à bord.
Ça n'est pas une mince affaire de distribuer équitablement la pitance à une telle multitude répandue en un aussi parfait désordre. Un heureux événement. À chaque traversée, il y a plusieurs naissances. C'est gentil. Le soir, bien des familles prient en commun, comme à la maison. Puis chacun s'organise pour la deuxième nuit. Le lendemain matin, le cap Saint-Jacques est en vue. Le navire remonte alors, pendant 4 heures, les méandres de la rivière de Saigon. Le grand voyage hebdomadaire du Marine Serpent est terminé. La grande ville de près de 2 millions d'habitants se présente en complet contraste avec les cités agonisantes du Nord. Avec ses aspects disparates, son trafic parisien et archaïque, ses avenues, son grand port, son bazar, ses sentines, sa population flottante sur des centaines de sampans, ses temples de la divinité, églises, pagodes, mosquées, temples hindouistes, ses temples de l'argent, ses temples du jeu et du plaisir, ses tripots. La grande ville, trop occupée de ses propres affaires, accueillera d'abord avec indifférence ces centaines de milliers d'arrivants et sera longue à s'apercevoir qu'il doit tout de même se passer quelque chose d'anormal là-haut. Des heures durant, une voiture remplie appelle les noms de ceux qui sont attendus, par un parent, par un ami. De nombreuses délégations viennent saluer les arrivants. Les services sociaux, français et vietnamiens, prépare des monceaux de boîtes de lait et conserves diverses. Aujourd'hui, la manifestation a pris une ampleur particulière, car on attend un visiteur illustre, le cardinal Spellman, archevêque de New York. Une délégation de pittoresques bonzes. Et une autre de non moins pittoresques vieux curés. Monseigneur Pham Ngoc Thi, l'évêque qui s'occupe spécialement des catholiques émigrés. Et voici le cardinal Spellman. Un maladroit ayant fait tomber une pyramide de cigarettes destinées aux réfugiés, le cardinal aide le plus simplement du monde à réparer le malheur. Rejoint par le président de Ngo Dinh Diem, le cardinal adresse quelques paroles d'encouragement aux réfugiés et les assure que la sympathie des catholiques des USA se traduira sous les espèces de bons dollars qui ne pourront être que les bienvenus. Tout cela n'empêche pas le petit commerce d'établir dès avant le débarquement un premier contact entre les arrivants et les Saïgonais. La longue opération du débarquement est commencée. Pour observer ce phénomène dont l'ampleur commence à étonner le monde, les plus grands journaux ont dépêché leur crack, Graham Greene, envoyé du Sunday Times et du Figaro littéraire.
des jeunes gens de bonne volonté font la chaîne, et se passent tour à tour des gosses, des ballots, des vieillards. Cette vieille infirme chinoise est accueillie par des compatriotes et, comme tout le monde, elle reçoit sa ration de douceur. Ce gosse a tout de même pris la précaution d'amener du Nord un peu de viande sur pied, mais il est des détresses qu'aucun service social ne parviendra jamais à consoler. Les Nung, reconnaissables à leur type et à leur costume plus spécifiquement chinois. Enfin, voici les Man. Quel cataclysme a bien pu égarer sur les quais de Saigon cette princesse des montagnes du Nord. Les plus fortunés des réfugiés peuvent acquérir à prix d'or un petit compartiment comme celui-ci dans les faubourgs de Saigon. Dans l'unique pièce, on a rassemblé les quelques trésors qui ont pu être sauvés, souvenirs de l'aisance d'hier, les précieux vases anciens de Chine et les belles tuniques des jeunes filles. Mais la plupart des réfugiés ont été emmenés dans un des immenses camps de transit du Tour de Saigon, qui sont ravitaillés chaque jour par les camions de l'armée. La petite vie s'y organise là aussi, au jour le jour, en attendant. Puis un jour, on part vers d'autres horizons. Les Man sont pris en charge par le père Maillot. Il les ramènera vers les montagnes, leur habitat de toujours. Avant leur départ, ils reçoivent la visite du cardinal Gilroy, archevêque de Sydney, venu à son tour apporter aux réfugiés du Nord-Vietnam le salut et l'aide des catholiques australiens. Ceux-ci étaient pêcheurs. Les voilà transplantés en pleine forêt. De l'eau, un petit puits en donne chichement. Mais l'artisan né qu'est le Tonkinois entreprend alors de fabriquer en miniature ce qu'il construisait naguère sur les grèves de la baie de Halong. Ils iront vendre leurs jolies petites jonques à Saigon et se feront ainsi un peu d'argent. Ceux-là, par contre, ont la chance d'avoir leur camp traversé par une belle rivière. Cependant que partout, on commence à s'organiser. Souriez un peu, grand-mère. J'ai quitté mon pays et mon village, a-t-elle répondu, et je ne sais plus sourire. Le vrai centre de la plupart des camps, c'est l'église.
Les camps les plus émouvants sont évidemment ceux qui, renouvelant la geste des pionniers de tous les temps, sont allés s'établir dans la jungle vierge des plateaux de la cordillère anamitique. Mais la jungle va connaître de nouveaux arrivants. Dans les vastes espaces défrichés, d'extraordinaires villages commencent à s'élever, avec leurs tentes, leurs cabanes de feuilles et de bambou, leurs maisons de tôle. Premier bâtiment municipal, le hall d'information, qui n'a malheureusement pas toujours que de bonnes nouvelles à annoncer. Mais on s'occupe déjà activement des maisons communes essentielles, l'école et l'église. Ainsi, désormais, c'est à l'ombre du pignon de la modeste église que s'étendra le cimetière des voisins, avec ses urnes qui y sont déposées pour servir de siège à l'intention des âmes défuntes. Car il y a les voisins, pas mauvais bougres, mesdames un peu farouches, qui sont ici chez eux. Et le jeune chef du nouveau village des pionniers chrétiens se préoccupe de nouer avec eux des relations de bon voisinage. Bonjour, grand chef. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Il en a une touche. Enfin, bonjour quand même. Oui, ça va. Quelle manie ont-ils de tout emballer? Ils s'emballent dans de la toile et il faut qu'ils emballent même leur tabac. Enfin, sachons nous montrer compréhensifs vis-à-vis de ces mœurs étranges. Ça me fait rien tout de même. Avouez que pour le costume, nous autres moilles, nous avons résolu la question d'une façon autrement plus simple et autrement plus astucieuse. Ah, il est gondolant. Mais le jeune chef chrétien emporte en gage de confiance et d'amitié l'arbalète du chef sauvage Moy. En arrivant au camp, il retrouve la joie qu'a vite fait de ramener l'insouciance des enfants. Et la vie reprend le dessus. On fait connaissance avec cette terre si jaune, si sèche, si différente de la terre rouge et grasse du Nord. On voit ce qu'elle peut donner. Un peu d'élevage aussi. Et l'eau qu'il faut aller chercher au ruisseau. Mais ce camp a été pris en charge par des rédemptoristes canadiens et le vieux sang des pionniers du Grand Nord coule toujours dans leurs veines. De l'eau a décrété le père Vaillancourt, nous en aurons au milieu du camp. Juste. Vous êtes fatigués, mes gars, mais bientôt nous aurons ici de l'eau bien claire et bien à nous. Et lorsque le soleil décline vers les crêtes, le grand murmure des prières monte de toutes les maisons. Ce qu'ils ont vécu au cours de ces derniers mois, ils s'en souviendront toute leur vie. Et on voudrait espérer malgré tout que la méchanceté des uns, la veulerie des autres, ne feront pas qu'un cauchemar comme celui qu'ils ont vécu revienne encore troubler le sommeil de ces braves gosses. Et souvent leurs rêves et notre dernier souvenir se reporteront là-haut, par-delà le rideau de fer, vers tous ceux qui auraient voulu partir et ne l'ont pas pu, vers ceux qui ont préféré souffrir là où étaient leurs maisons et leurs champs,
et vers cette poignée d'hommes, évêques, missionnaires, prêtres, restés à la garde des églises désertées et du petit troupeau des fidèles, vers ceux qui, au cours des siècles, ont profondément enfoncé la foi en terre du Nord-Vietnam et y dorment leur dernier sommeil. Pauvres chères églises du Tonkin, vos humbles voûtes, aujourd'hui silencieuses, résonneront-elles encore jamais aux accents des prières des grandes foules?